Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre émission Libre-Échange. Libre-Échange qui connaît de plus en plus de succès. Merci, je le dis et je le répète. Et donc on parle de pas mal de choses dans notre émission Libre-Échange. On a vu dernièrement, nous avons parlé de la maladie de Lyme. Et oui, c'est une maladie qui a une grande importance dans la vie de tous les jours. Attention, parce que c'est la période, je fais un petit rappel. N'hésitez pas à sortir, mais couvrez-vous quand vous allez dans les grandes herbes à ce niveau-là, parce que les tiques, je veux dire, ils ne nous ratent pas, et derrière, avec des conséquences importantes. Aujourd'hui, eh bien, je suis heureux d'accueillir Madame Clémentine Mervelet, qui est en fait la responsable de com du Parc régional de Lorraine. Alors vous allez dire, Libre-Échange, cette émission axée sur la santé et le Parc régional. Qu'est-ce que ça va avoir ? Eh bien, on va voir qu'en fait, et oui, ça en fait partie aussi des actions qui sont menées. Clémentine, bonjour. Bonjour. Donc en fait, je vous laisse vous présenter. Donc vous êtes la chargée de com. Quelles sont vos activités au sein du Parc Lorraine de Parc régional de Lorraine. Voilà, Parc naturel régional de Lorraine. Donc je travaille là-bas en tant que responsable de communication. Je m'occupe aussi bien de mettre des sujets, de rendre accessibles des sujets, des missions réalisées par mes collègues auprès du grand public, que de construire l'image du parc, de la travailler, de faire comprendre aux gens ce que c'est qu'un parc naturel régional et pourquoi c'est important. Oui, parce que souvent en géographie, on voit, eh bien, il existe des parcs régionaux, mais à quoi sert-il ? Comment ça fonctionne ? Déjà, il y en a plusieurs en France. Il y en a 48. 48 exactement. 48 sur la France métropolitaine et sur les dom-toms. Donc, ça fait beaucoup. Oui. Le gouvernement souhaite, dans les années à venir, couvrir 30% du territoire national. Pourquoi ? Parce que c'est un gage de qualité. En fait, un parc naturel régional, c'est pas du tout comme un parc national où c'est une réserve de biodiversité et où vous n'avez pas le droit de faire des choses dessus. Pour résumer, un parc naturel régional, c'est un patrimoine bâti, par exemple, ou naturel, de la biodiversité de qualité. Et enfin, un territoire qui vit, c'est-à-dire avec des habitants qui mettent en œuvre des projets, qui font vivre leur territoire. Et le principe de ces parcs naturels régionaux, c'est justement que des communes choisissent d'en faire partie. Donc c'est un territoire essentiellement rural, qui est défini en général par son périmètre est construit par les communes qui souhaitent en faire partie. Donc, tous les 12 ans, des communes travaillent avec le parc naturel régional pour à l'élaboration d'une nouvelle charte qui va régir leurs grandes orientations sur les 12 prochaines années. Donc là, par exemple, on arrive en fin de charte. Toute l'équipe du parc, ainsi que les communes, les communautés de communes, la région Lorraine, les ministères, ont travaillé ensemble pour construire la charte qui rentrera en vigueur de 2015 à 2027. Les communes ont signé suite à une enquête publique. Il y a eu tout un travail sur plusieurs années qui a été fait. Et maintenant, si tout va bien, on est examiné la candidature est examinée par le ministère en septembre pour une officialisation de cette nouvelle charte en mars de l'année prochaine, tout début d'année. Est-ce que les ARS interviennent, les agences régionales de la santé, justement pour donner leur avis aussi dans le cadre de la législation du droit, par exemple ? Alors non, ça sera plutôt en général tout ce qui est collectivité liée à l'environnement. Plutôt. Donc l'Adréal, par exemple, oui. Ou l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour le parc de Lorraine, il y aura un travail qui sera fait de concert avec elle. Il y aura un travail qui sera fait également avec les conseils généraux des départements qui sont concernés par les projets, par la région Lorraine également. Et c'est un réel travail d'équipe entre différentes structures pour apporter aussi bien aux habitants du parc la personne qui sort de chez elle, qui habite sur le territoire du parc, que la commune ou qu'une autre institution, partenaire privé ou public, justement pour construire des projets ensemble. Alors on a vu, on prend l'exemple du cas du parc de Lorraine, apparemment il s'est agrandi.
Il s'est développé. Au fur et à mesure des années, il s'est développé. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que nous avons un politique, je ne sais pas, moi je me fais l'avocat du diable, j'imagine, nouveau gouvernement, nouveau politique, sensibilisé notamment par, je vais dire, on en parlera tout à l'heure, on va avoir des interventions, des gestes d'éco-citoyenneté. Il dit, bon, je veux marquer l'esprit de nos électeurs, vais-je dire, ou les sensibiliser par, comme je disais, par des gestes d'éco-citoyenneté. Il dit, tiens, on va créer un parc sur telle région. C'est comme ça fonctionne? C'est pas aussi simple. Ou il y a une demande qui est faite à la base? Non, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que le parc, c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, de collaboration. Donc ça vient aussi bien de la commune que du parc en lui-même. Donc c'est chacun de son côté qui définit, qui dit, voilà, ça serait bien que telle commune rentre sur le territoire du parc parce qu'elle a, oui, mais elle quand a il une n'existe biodiversité. pas. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le parc va venir vers la commune en disant, voilà, on voit que sur votre commune, il y a une volonté de faire quelque chose en termes d'aménagement durable du territoire, du tourisme durable, pareil, ou d'éducation au territoire, des choses comme ça. Le parc vient vers cette commune pour beaucoup simplifier, parce que c'est très complexe. Il y a aussi une démarche administrative. Mais c'est important etc. de rendre accessible justement à notre public. C'est ça. Et la commune de son côté et la communauté de communes qui travaillent avec elle vont dire, oui, nous, ça nous intéresse aussi de faire partie de ce parc. Et progressivement, le territoire du parc va se dessiner. Mais l'idée du parc, c'est aussi qu'il y ait une unité de territoire. Donc le parc de Lorraine, c'est le seul en France métropolitaine qui est en 2 parties. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'axe d'autoroute Nancy-Metz entre les deux. Oui. Et que du coup, il y a un peu cette séparation. Ça, c'est une particularité du parc de Lorraine. Mais l'idée, c'est qu'on ait quand même une identité forte lorraine qui soit sur ce territoire. Et nous, notre travail aussi, c'est d'harmoniser les actions qui sont entre ces 2 parties, Est et Ouest. Que les habitants, même s'il y a des caractéristiques qu'on trouve en Moselle, qu'on ne trouvera pas forcément en Meuse, que tous les habitants se retrouvent dans cette identité lorraine. Parce que je tiens à rappeler à notre public, c'est qu'en fait, la Lorraine et l'Alsace sont un cas un peu particulier en France parce qu'il y a le régime local. Alors justement, est-ce que le régime local intervient, je veux dire, à des incidences ? Je dirais pas sur la majeure partie des projets, je pense pas non plus. Il faut vraiment que ce soit des cas particuliers parce que le régime local, c'est plutôt pour tout ce qui est juridique éventuellement. Mais c'est pas la grosse majorité. Ça ne touche pas. En fait, si vous voulez, en Lorraine, sur la région Lorraine, il y a 3 parcs naturels régionaux qui sont présents. Lesquels ? Alors, il y a le parc naturel régional de Lorraine, celui dont on parle aujourd'hui, qui est sur les territoires de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Ouais. On a également le parc naturel régional des Vosges du Nord, qui se trouve sur le massif des Vosges, donc à savoir sur l'Alsace, Moselle et Alsace, qui est distant d'à peine 15 km de notre partie mosellane. Alors, pourquoi pas les regrouper ? Parce que c'est particulier, c'est une identité à chaque fois, c'est politique, c'est une structure aussi des communes, c'est la façon dont elles sont situées, ça prend en compte aussi les caractéristiques géographiques, parce que c'est ça aussi. Il y a tout un ensemble de choses, tout est lié. Et puis vous avez le 3e parc, qui est celui des Ballons des Vosges, qui est situé sur le département des Vosges, et qui est plus... Donc ces 3 parcs se complètent par leur identité, par leurs caractéristiques, par leur couverture. Le principe, c'est qu'il y a 48 parcs naturels régionaux en France, mais il n'y en a pas un qui est semblable à son voisin. Ils ont tous vraiment leur identité propre. Et l'idée d'un parc, c'est de mettre en avant cette identité et de montrer que, comme je vais reprendre le slogan de la Fédération des parcs naturels régionaux, de montrer qu'une autre vie s'invente ici. C'est ça le principe. Et de montrer que vous avez une qualité qui est sur ce parc, qu'il fait bon d'y vivre, que c'est pas parce que c'est un parc que c'est fermé ou que vous avez le droit de rien faire. Nous, on est là, le parc naturel régional est là pour l'équipe du parc, le syndicat mixte, puisque c'est un syndicat mixte, qui est financé à la fois par des subventions, des cotisations des communes qui en font partie, la région Lorraine, les conseils généraux des 3 départements, donc de Meurthe-et-Moselle, de Meuse et de Moselle. Tout cet ensemble-là fait qu'il y a des projets qui sont accompagnés par des techniciens, par des élus. Il y a des élus aussi qui donnent des grandes orientations, qui sont sensibilisés aux grandes orientations de la charte dont j'ai parlé tout à l'heure.
et qui ont vraiment le but, c'est de montrer que c'est bien d'habiter sur ce territoire-là et que vous avez des choses que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Alors justement, vous disiez, il existe 48 parcs en France, chacun a des spécialités. Prenons par exemple les dom-toms. Est-ce qu'on peut donner, je veux dire, peut-être une spécificité ou sinon sur d'autres parcs en France? Alors les dom-toms, la particularité, c'est qu'il y a une biodiversité exceptionnelle, très particulière. Et en même temps, c'est sur des surfaces, ça couvre parfois des surfaces assez conséquentes. C'est-à-dire que le parc de Lorraine, c'est un parc avec une surface assez importante pour un parc en France métropolitaine, puisque c'est 220 000 hectares qui sont couverts. Après, dans les dom-toms, vous avez cette particularité aussi de surface importante et de parcs en plusieurs parties. Est-ce que ça couvre des fonds marins, par exemple, dans les pays des dom-toms? Parce qu'on dit parc, c'est plutôt terrestre, non? Mais est-ce qu'il y a des parcs marins aussi qui existent? Non, le parc naturel régional, le principe, c'est que c'est là où des gens vivent. Donc, vous pouvez avoir des côtes qui sont dedans, qui font partie de ça, justement. Après, les reliefs côtiers, après, la mer en elle-même, non, parce que c'est encore autre chose. Là, c'est pas le même secteur. Mais je pense une corrélation entre les deux. Oui, de toute façon, c'est pareil, c'est lié. Je veux dire, nous, quand on a une surface, voilà, quelque chose qui se passe sur un territoire, bon, il y a la limite du parc. Nous, notre but, c'est de faire vivre ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone. Mais, je veux dire, le massif, il ne s'arrête pas sur la limite, sur la frontière. On peut être amené à faire quelque chose d'un petit peu plus général qui dépasse un peu le cadre du parc. Ou, voilà, normalement, non. Maintenant, s'il y a des choses qui sont un petit peu plus larges, voilà. On accompagne par exemple des projets avec les fonds leaders, donc les fonds européens, et les projets qui sont ma collègue et qui travaille justement pour le GAL Moselle Sud couvrent une partie du parc, mais s'occupe aussi de faire des projets qui sont en dehors. Parce que, bon, voilà, elle est amenée à travailler avec nous, et puis la couverture est un petit peu plus étendue et sur certains projets, on est amené à travailler avec une couverture qui est un petit peu plus étendue. Est-ce que les parcs ont été créés dans le cadre, je veux dire, pour, comment dirais-je, de l'écologie? Est-ce que c'est pour améliorer? Parce qu'aujourd'hui, on voit, d'une façon générale, de plus en plus, les personnes sont sensibilisées par la qualité de vie. Je veux dire, la pollution, tout ce qui nous entoure. Et est-ce que le but, à la base, ça a été cela et il y a une volonté de développer justement l'écologie d'un point de vue général? Oui, tout à fait. Ça fait partie des grandes orientations. Comme je disais tout à l'heure, la biodiversité, c'est typiquement ça. Hein. Le but d'un parc, c'est d'impulser des projets sur un territoire rural, de mettre en avant un patrimoine existant, ou de mieux le valoriser. Et puis, c'est aussi de se soucier de cette biodiversité, de prendre soin de ce territoire, mais sans mettre des barrières autour. Voilà, donc on va repérer par exemple des zones, ce qu'on appelle des zones Natura 2000, ce sont des sites classés. Donc avec le Conseil général, par exemple là avec les 40 ans, il va y avoir un événement à Arnaville. Et Arnaville, c'est quoi? C'est la vallée du Rudema. C'est le cours d'eau du Rudema qui passe à côté, c'est les pelouses calcaires du Rudemont. C'est une zone spécifique et un espace naturel sensible qui est géré avec le Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Et l'idée, c'est de travailler ensemble à la préservation de cette zone Natura 2000, mais également de la valoriser et de pouvoir encourager sa découverte dans de bonnes conditions, son respect, de sensibiliser les habitants à ces particularités faunistiques, floristiques. Par exemple, sur les pelouses calcaires, vous avez des orchidées qui poussent, des orchidées sauvages. Alors, il ne faut pas les cueillir. C'est des espèces protégées. C'est le réflexe que ces charmants dames ont tout de suite, ou les gargantuums pour bien aimer leur dulcinée. Si on les cueille après, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Mais c'est très beau. Je parle par exemple de l'orchidée, de l'orchis pyramidale. Oui. C'est une orchidée, vous avez l'impression que, voilà, en forme de pyramide, un peu comme ça, dans des roses vifs. C'est superbe. On ne s'imagine pas qu'il y a des choses comme ça qui poussent en Lorraine.
On ne s'imagine pas qu'il y a des grues cendrées qui passent par la Lorraine pour retourner en Afrique Et lors en de fait, leur qui est un migration. couloir. Hein, C'est ça. Les grues cendrées, territoire. justement, avec l'hiver, quand elles vont vers les pays chauds, elles font leur pause justement en Lorraine. Et en fonction du temps qu'il fait, elles voient si elles décalent ou pas leur migration. C'est toutes ces zones. Bon, il y a aussi la particularité de la Lorraine aussi, c'est qu'on a 2 zones humides classées. Alors, si je vous dis Ramsar, ça ne va pas forcément vous Ça me dit pas parler. grand-chose. Voilà. Par contre, c'est important parce que Ramsar, c'est le nom d'une ville en Iran. Oui. Et c'est une convention qui a défini l'importance de préserver ces zones humides. Alors, par zone humide, on entend les prairies humides, une zone avec beaucoup de rivières, d'étangs, de choses comme ça. Et en Lorraine, on en a 2. Alors, on a le domaine, tout ce qui est domaine du Lindre, les étangs, le pays des étangs, les étangs du Lindre qui sont classés Ramsar. Et puis, on a également l'étang de la Chaussée. Et ce sont vraiment 2 réservoirs de biodiversité. Qui est basé sur la Meuse. Voilà, qui est basé sur la Meuse. Et sur les 2 parties du parc, chacune. Et à chaque fois, ce sont des endroits où vous pourrez trouver des espèces, des espèces d'oiseaux particulières, de plantes particulières aussi. C'est quand même important de valoriser tout ça. Et les zones Ramsar, vous en avez en France, pas autant que les sites Natura 2000, parce que c'est encore un autre niveau de classification. Mais si je vous dis par exemple le Mont-Saint-Michel, c'est une zone classée Ramsar. Si je vous dis la Camargue, c'est Ramsar. C'est Ramsar. Vous voyez, c'est à ce point-là. D'accord. Est-ce que vous parlez d'une autre qualification, je veux dire zone 2000, c'est ça? Natura 2000. Natura 2000. Quelle est la différence par rapport à Ramsar? Est-ce que Ramsar, c'est plus exigeant, vais-je dire? Les critères sont plus sélectifs? Natura c'est 2000, européen, c'est national, comment ça se passe? Ramsar, c'est international. C'est international. C'est reconnu au niveau mondial. Oui. Donc, les niveaux d'exigence ne sont pas les mêmes, forcément. Il faut que ce soit une zone humide, puisque c'est le principe de base. Ouais. Et voilà, les Natura 2000, c'est un petit peu... Bon, je ne veux pas non plus m'avancer trop par rapport aux critères de sélection, mais c'est un petit peu plus large dans le type de zone que c'est. Et sur le territoire du parc, on en a 16. Donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, effectivement. Alors justement, est-ce que les personnes prennent plus conscience de la nature aujourd'hui? Parce que avant, parc naturel, moi je me souviens, j'étais enfant, j'ai entendu parler, oui, bref. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience? Parce que ça touche la santé, justement. Parce que l'environnement, c'est une chose. Et on va voir une interview, on parlait des insectes, on parlera des insectes tout à l'heure. Mais pour en venir par rapport à cela, est-ce que vous ressentez que les gens, les personnes, prennent conscience de l'importance de la nature, des actions menées par les parcs naturels, et on va en parler après aussi, et sont plus, je veux dire, ont des gestes plus éco-citoyens? Bien sûr. Bien sûr. On sent qu'il y a une sensibilisation qui est faite, que les gens sont plus réceptifs aux messages qu'il y a une vingtaine d'années, par exemple. Nous, on le voit notamment parce qu'on s'occupe de valoriser les agriculteurs, l'agriculture durable. Notamment, je peux reprendre une action concrète, mais on lance chaque année le concours Prairies Fleuries. Alors, qu'est-ce que c'est que le concours Prairies Fleuries? C'est un concours qui est lancé nationalement, en lien avec la Fédération des parcs naturels régionaux, avec GRT Gaz également, avec le concours, ça rentre dans le cadre du concours agricole également. Et l'idée, c'est de valoriser les prairies qui sont traitées par les agriculteurs de façon durable. C'est-à-dire qu'on lance un appel à volontaires sur le territoire du parc aux agriculteurs, puisque c'est un territoire rural, comme je dis tout à l'heure, et on leur dit, voilà, est-ce que vous souhaitez présenter votre parcelle au niveau du parc régional de Lorraine pour qu'il y ait un jury qui passe? Et ce jury, début juin, il va, en fonction du temps bien sûr, parce que l'année dernière on a eu un peu de retard à cause du froid. Chocolat, hein. C'était pas évident d'évaluer la qualité floristique d'une parcelle quand les fleurs sont pas encore sorties, bien sûr. Parce que la végétation dépend du climat. C'est ça, et c'est prendre en compte aussi cette idée de nature. La végétation en général est beaucoup plus en avance que voilà, par rapport à l'année dernière. Donc peut-être que, j'espère qu'on sera pas en retard. Et du coup, l'idée c'est qu'il y a un jury de spécialistes qui passe sur chaque parcelle le même jour pour que ce soit fait dans les mêmes conditions,
Donc, il y a quelqu'un qui est justement spécialiste des insectes, un spécialiste des espèces végétales, de la flore, botanique, un apiculteur, un entomologiste. Et vous avez... donc, ces spécialistes, avec un vice-président du parc, vont venir sur les parcelles, vont regarder la qualité, vont élaborer une fiche avec des données précises, techniques. Et ensuite, la parcelle qui gagnera, l'agriculteur, il est mis en avant par le parc. On valorise le travail qui est fait de prendre en compte cette biodiversité dans sa façon de gérer son agriculture. Parce que ça a des conséquences toutes bêtes. Mais vous voyez, vous avez une qualité de flore sur une prairie naturelle. Vous allez faire paître des vaches sur cette prairie naturelle. Les vaches, après, le lait, la qualité du lait va en découler et même le goût du fromage. Je veux dire, la tome, je crois qu'en fonction des moments où vous reprenez le lait, après, si la vache va en prairie ou va sur les alpages, vous n'aurez pas du tout le même goût. Et c'est ça qui est important. Ça va jusqu'à la vie quotidienne, la consommation quotidienne des gens. Et ce côté-là aussi environnemental, on essaye vraiment de le mettre en avant. Alors après, une fois que l'agriculteur il a sa parcelle qui a gagné, il arrive à un niveau de concours national. Et là, il va à Paris en fin d'année et ils sont tous les agriculteurs qui ont gagné sur toutes les parcelles de France, des parcs naturels régionaux. On voit quelle est la meilleure parcelle parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en avant cette sensibilité, cette préservation de l'environnement. Et ça va évidemment jusqu'à, est-ce qu'il met des pesticides ou pas ? Est-ce qu'il fait du bio ? Est-ce que les agriculteurs bio, on les met aussi en avant ? C'est super important. Là, on a une maraîchère qui vient de s'installer à côté d'Arnaville, une maraîchère bio. On en a parlé dans le dernier magazine parce que c'est essentiel. Vous avez Baba de Safran qui est justement un producteur de safran situé à Lucé, qui est quand même assez rare en France. C'est une spécialité. Ça recommence. Et là, c'est du safran bio. On peut en vivre de ces activités ? Elle en vit. Elle en vit. Ça commence à bien se passer. Pourtant, c'est pas une entreprise, elle n'est pas installée depuis 20 ans. C'est ça, mais dans le Toulois, c'est ça. Total, ou je veux dire des grandes identités comme ça, ou l'exploitation agricole. Voilà. Et ce qui est surprenant, c'est que vous avez à Lucé, c'est le Toulois, donc vous avez les vignes, du vin bio, etc., du vin fait... c'est pas que du bio, on fait aussi tout ce qui est terroir. L'idée, c'est de montrer justement l'authenticité de tous ces produits caractéristiques du parc de Lorraine. Oui, mais c'est du terroir, du terrain, là, mais élevé, on fait toujours attention de la façon dont c'est fait, on est sensible à ça aussi. Vous pouvez avoir un ensemble de petites parcelles, c'est pas forcément que du bio, mais si c'est une multitude de petites parcelles, ça permet d'assurer des corridors, ce qu'on appelle des corridors écologiques pour faire passer les espèces animales sur ces champs. Si vous avez, si vous avez un énorme champ de colza, c'est beau le colza, c'est jaune. Est-ce que quand on voit aujourd'hui, par exemple, c'est superbe. Mais ça veut dire que les espèces, le chevreuil qui va passer d'une forêt à une autre, qui va devoir traverser son champ de colza. Vous croyez vraiment qu'il va avoir envie de traverser le champ ? Il n'aura pas envie. Par contre, si on a des petites parcelles qui se suivent comme ça, avec des cultures différentes, qui dit cultures différentes dit animaux différents, dit faune différente au niveau insectes, au niveau papillons, au niveau mammifères, etc. Toutes ces petites espèces qu'on ne voit pas forcément dépasser, parce qu'un chevreuil, il est visible, mais il y en a d'autres, toute une vie qui se trouve au niveau du sol. Et c'est cette différence de parcelles qui vont assurer une biodiversité aussi, et qui vont faire le lien entre les différentes zones de nature qui sont sur le territoire rural. Le fait qu'il y ait de l'agriculture n'empêche pas qu'il y ait une faune et une flore incroyables. Mais ça, c'est important aussi. Et là, la culture du safran, typiquement, ça se complète et ça permet aussi de valoriser d'autres produits. Donc, je vois la productrice, elle fait du nougat au safran qui est vraiment, je vous assure, redoutable. Ah, ça se voit. Mais là, vraiment... d'avoir du nougat, ça y est. Nougat au safran extra, de safran aussi bio, du sirop de safran qui est extra aussi dans du champagne. Vous prenez de blanc d'homme blanc qui est produit en Côte de Meuse et vous ajoutez un peu de sirop de safran, c'est extra, ça a une belle couleur dorée. Ça me donne envie de venir au parc régional de Lorraine, découvrir ses spécialités. Il faut venir, il y a du fromage, il y a des charcuteries, il y a du fuseau lorrain, le célèbre fuseau lorrain qui est extra. Alors, est-ce que ça se reproduit aussi dans les autres régions de France, les autres parcs régionaux ? Ils font chacun des animations, on va en parler surtout la deuxième partie de notre émission également, d'accord ? Oui, puisque
on va surtout parler des animations dans le cadre des 40 ans du parc, puisque c'est un grand moment cette année. C'est ce que je vais annoncer. On fera une courte pause musicale et après, on va prendre en ligne Monsieur Luc Barthélémy, avec qui on va parler justement l'importance de la biodiversité, l'importance des insectes que nous avons sur notre planète et dans la vie de tous les jours et dans le parc et pour les êtres humains, pour notre santé. Donc je rappelle, il va y avoir les 40 ans du parc naturel régional de Lorraine. Il va y avoir des activités, je vous en parle juste après notre pause musicale. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour donc sur le plateau de notre émission Libre-Échange, qui est axée sur la santé. Et vous voyez, la santé, c'est très vaste, c'est très diversifié. Parce que quand on dit santé, on se dit médicaments, on se dit maladie, on se dit, voilà, un petit peu... mais non, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a la prévention. Et la prévention, ça passe par des actions qui sont menées, comme le font les parcs régionaux en France, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de recevoir le parc naturel régional de la Lorraine qui fête ses 40 ans, qui nous explique la façon dont les choses sont faites au travers de sa représentante qui est Clémentine Mervelet. Et alors justement, Clémentine, on parlait de la biodiversité, l'importance de la biodiversité, des actions menées. Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui se disent « Ouais, mais ils nous embêtent, vous mettez en place certaines contraintes d'utilisation de produits chimiques, donc des traitements, des engrais, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des contraintes que vous leur imposez ? Alors, le principe d'un parc naturel régional, c'est pas justement d'imposer une contrainte, c'est d'accompagner et d'aller sur le terrain de la discussion, du dialogue, du travail en collaboration. Donc, c'est pas du tout contre les agriculteurs, hein. On va justement vers eux, on passe avec eux des contrats de fauche tardive. Je peux en parler quelques instants. Allez-y. En fait, le principe, c'est de retarder la période de fauche pour favoriser la reproduction de certaines espèces animales et également développer justement la biodiversité floristique. Donc, le contrat de fauche tardive, ça va être par exemple établi, là cet été, on va avoir certaines soirées qui sont consacrées au mois de juin au repérage du râle du genêt. Alors le râle du genêt, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit oiseau qui est pas très grand, qui fait à peine ça, et ça, qu'on alors, appelle, pour nos auditeurs, qui fait 10 cm. Ouais, voilà, qui est très petit, mais qui chante très très fort pour appeler sa femelle. Et durant les nuits d'été, il s'appelle crex crex en latin, et durant les nuits d'été, il chante comme un bruit de crécelle très fort. Et nous, on va retrouver, alors on recherche des bénévoles, hein, moi oui. j'ai vécu cette expérience-là l'année dernière, vers 23h, on prend la route, on va en vallée de la Seille, comme ça en Moselle, près de Château-Salin, dans ces coins-là, Dieuze. Et on va sur des parcelles qui ont été repérées par mes collègues qui s'occupent justement des relations avec les agriculteurs. Et on repère le râle du genêt. On écoute son chant, etc. On s'approche. On a un enregistreur radio, un GPS, et on s'approche. On se met en triangle autour de cet oiseau-là. Et on avance progressivement. Et quand l'oiseau a cessé, on est tellement proche de lui qu'il cesse de chanter, on attend, et quand il rechante, on enregistre sa position GPS, la direction, et on fait ça sur plusieurs parcelles. On ne le voit pas parce qu'il est tout petit. Alors, c'est local, je veux dire, c'est une race, je veux dire, c'est un oiseau, une race... c'est un petit oiseau... qui est local, spécifique, qu'on trouve pas partout en France. Qu'on peut trouver dans certaines zones en France, mais pas partout. D'accord. Et qui est spécifique des zones humides. Et donc, du coup, de ce secteur de la Seille. Et justement, une fois qu'on a ces coordonnées, le lendemain... ma collègue qui s'occupe des relations avec les agriculteurs, qui les connaît bien, qui discute avec l'un, avec l'autre, etc., va voir ceux qui sont concernés, ceux qui ont cette parcelle où se trouve l'oiseau, et va lui dire, écoutez, voilà, on a repéré l'oiseau, le râle du genêt sur votre parcelle, à tel endroit précisément, tel jour, telle heure, est-ce que vous acceptez qu'on fasse ensemble un contrat de fauche tardive? Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Ils sont sensibles à ça, justement. Ils savent que c'est important de préserver cette biodiversité parce que ça sert aussi à l'agriculture, hein, c'est important tout ça. Et du coup, ça donne un petit... c'est sympa parce que ça donne un visage sur cette démarche, mais c'est une démarche aussi au niveau européen, c'est important. Absolument, européen, mais alors quelle est en général la réaction
Parce que moi, je sais que dans le monde rural, en général, les gens sont assez Les gens, réactifs, quoi. Ouais, encore les des écolos. Ouais, voilà. Ça peut être ça au début quand ils nous connaissent pas. Et puis après, le but c'est d'aller vers eux. On les force pas. S'ils sont sensibles, on valorise leur action, on les accompagne, on leur donne des conseils, on est là pour les écouter, on est là pour voir avec eux ce qui peut être fait sur le territoire. Et puis en prenant en considération justement leurs contraintes, leur vie d'agriculteur, c'est normal, hein, c'est un métier qui est pas facile. Et puis il faut, c'est aussi ça notre but, hein, c'est de valoriser c'est comme leur les médecins, activité, ça se perd. Eh oui, aujourd'hui il y a de moins en moins Ben d'agriculteurs. oui, c'est ça. Et pas pour les mêmes causes. C'est un métier qui est pas facile, mais il faut le valoriser aussi. Ouais. Et je veux dire, on peut leur demander, de faire des contrats de fauche tardive, mais si par exemple ils sont producteurs et ils ont une spécialité à mettre en avant, etc. Nous de notre côté, on va valoriser le fait qu'ils passent le contrat de fauche tardive, on va valoriser le fait qu'ils ont une prairie de qualité, on va valoriser leurs produits du terroir aussi. Oui. On va dire voilà, c'est produit par Oui, tel, non, ils s'y retrouvent par rapport à leur démarche. D'une façon ou d'une autre, ils s'y retrouvent. Et s'ils sont pas d'accord avec ce positionnement, on les laisse vivre leur vie. Et puis voilà. Et puis nous, on continue sur d'autres projets. On est vraiment dans une démarche positive. C'est super important de dire ça parce que on n'est pas dans la contrainte. Un parc, c'est pas un truc fermé où vous avez le droit de rien faire. C'est ce qu'on s'imagine. C'est absolument aussi. pas ça. Oui. C'est justement. D'où l'importance d'en parler. D'où l'importance. On est là pour lancer des innovations de développement durable. Le développement durable, ça passe aussi bien par l'environnement que par le développement durable humain. Voilà. Effectivement, entièrement d'accord, et je vous rejoins là-dessus. Alors justement, en ligne, on a Monsieur Luc Barthélémy, parce qu'on parlait de la biodiversité, l'importance des insectes. Je rappelle une chose. Monsieur Barthélémy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Blondin. Vous êtes apiculteur ? C'est cela, oui. Il y a une chanson que j'adore, c'est la chanson, je pense que vous devez la connaître, d'Alain Bachung, l'apiculteur. Non, je connais pas. Donc, je vous invite à l'écouter, et c'est une très belle chanson. Et d'ailleurs, il parle de la vie de l'apiculteur et l'importance qu'a l'apiculteur qui attend de son dur labeur. Enfin bref. Et justement, on parle de la biodiversité avec Clémentine, l'importance. Et sans les insectes, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, la planète, on ne pourrait pas exister. Donc, on ne pourrait pas se poser des questions de santé parce qu'on ne serait pas là. Vous êtes apiculteur, vous êtes intégré dans le cadre de ce parc régional de Lorraine. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Écoutez, au niveau apiculture, simplement pour rappeler ce que vous venez de dire, Einstein disait justement que s'il n'y avait pas d'abeilles sur Terre, l'homme n'aurait que 4 ans à vivre, étant donné que l'abeille, effectivement, permet la pollinisation de beaucoup de fruitiers et de légumes qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Maintenant, au niveau implication du parc de Lorraine, nous on se situe en plein cœur du parc de Lorraine. Nous sommes sur Prégny. Nous sommes installés sur Prégny. Oui. Nous venons nous installer définitivement sur Prégny, ça fait 2 ans, donc on se met en relation tout doucement avec le parc naturel de Lorraine pour développer notre activité. Alors, justement, le miel, pour la santé, parlez-nous des bienfaits du miel. Écoutez, d'abord, le miel, c'est tout d'abord un apport énergétique rapide, étant donné qu'il se compose essentiellement de fructose et de glucose, comparé au sucre blanc que l'on trouve dans le commerce, qui lui est composé beaucoup de saccharose. L'avantage du fructose et du glucose, c'est qu'il est directement assimilé par l'organisme, donc prendre du miel revient à prendre une source d'énergie utilisée très rapidement par l'organisme. En dehors de ça, effectivement, le miel a plein d'autres vertus. Il est antitussif, anti-infectieux, antibactérien. Enfin, la liste est longue pour donner toutes les vertus du miel. Mais il est reconnu tout d'abord effectivement comme un apport sucré, un apport énergétique. Alors, on parle de la gelée royale. Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'il en est ? Pardon, je vous ai pas... Vous disiez ? Oui, on entend parler, voilà, la gelée royale, on entend parler qu'il y a des vertus particulières. Pour nos auditrices et auditeurs, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'est la gelée royale et quelles sont ses vertus ? Alors, la gelée royale, c'est la nourriture exclusive de la reine au sein de la ruche. C'est-à-dire que c'est une production que nous, on est obligé de faire au coup par coup au niveau d'une ruche, et la quantité est très peu élevée en production. Nous n'en faisons pas actuellement. C'est énormément de travail, avec des problèmes de conservation au frigo et tout.
Par contre, la Royale a des vertus énormes. C'est un fortifiant très très efficace. À prendre à petite dose, effectivement. Dont toutes les vertus ne sont pas encore reconnues parce qu'on ne connaît pas encore actuellement tous les composés de la Royale. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez, comme l'abeille est un insecte, la reine pond des œufs, vous prenez 2 œufs, un sera nourri de pollen et de miel, va donner une abeille normale qui va vivre 40 jours. L'autre œuf, exactement le même, vous lui donnez de la Royale uniquement, ça va donner une reine qui va vivre 5 ans. Donc vous voyez un petit peu les vertus que peut avoir la Royale qui ne sont pas... Déjà sur l'insecte proprement dit, donc, et automatiquement sur les personnes qui vont, ou les êtres qui vont consommer. Pas 40 ans, 40 fois la vie, mais je veux dire, les vertus de la Royale sont multiples et sont utilisées effectivement par beaucoup de personnes actuellement. Alors, on entend beaucoup parler dans les actualités, aux informations, un peu partout en France, même en Europe et ailleurs, 2 choses. La première chose, l'attaque d'abeilles étrangères par rapport à nos abeilles, des abeilles, je veux dire, plus sauvages. Qu'en est-il ? Bah écoutez, c'est pas des abeilles étrangères, c'est plutôt le frelon. Vous parlez du frelon asiatique, je suppose. Oui. Il y a effectivement une espèce qui vient d'arriver chez nous en France il y a quelques années, qui est le frelon asiatique. Qui tue les abeilles, en fait, c'est ça ? Qui lui détruit les ruches complètement, c'est-à-dire que vous mettez quelques frelons asiatiques en vol stationnaire devant une ruche, et il va leur falloir 2 jours pour détruire une ruche complètement. Alors, c'est un insecte que l'on essaie de faire classer en nuisible définitivement pour pouvoir effectivement les détruire. Oui. Mais pour l'instant, par chez nous, on n'en a pas encore recensé, à ma connaissance. C'est vrai qu'il est arrivé par le sud de la France, il est aux portes de Reims actuellement, d'après ce que je sais. Et c'est vrai qu'il décime énormément de populations d'abeilles. Et la deuxième chose, les produits chimiques, les traitements, justement, il y a certains produits qui ont été interdits. Alors, les produits chimiques ont été en partie interdits maintenant sur tout ce qui est maïs et autres, style gaucho et frigeant, sur certaines cultures. Ce qui fait que la mortalité des abeilles s'est un petit peu estompée. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu de grosses mortalités d'abeilles dans tous les départements de France. Et on est descendu à une quantité de population de ruches sur toute la France à un stade assez alarmant, dans la mesure où maintenant nous sommes obligés d'apporter énormément de miel. Et notamment de Quelques Chine. années que ces produits sont interdits, effectivement, ça va un peu mieux et les agriculteurs ont maintenant des normes au niveau d'épandage des produits toxiques à certaines heures de la journée pour effectivement ne pas trop agir sur les abeilles. Alors justement, les actions menées par les parcs régionaux en France et à l'extérieur, est-ce que vous pensez que ce sont des actions qui contribuent justement à inciter à redevenir apiculteur premièrement, mais à protéger aussi votre profession ? Redevenir ou devenir apiculteur, je dirais pas à la portée de tout le monde, mais c'est assez facile si on veut quelques ruches. Après, c'est un investissement. Les ruches, le matériel d'extraction et tout ça. Ensuite, il faut du temps quand même pour s'en occuper. Par contre, effectivement, la politique des parcs, des parcs naturels et autres fait qu'il y a une éducation à l'environnement qui est faite de plus en plus, qui permet effectivement de faire prendre conscience à la population de la nécessité de protéger nos abeilles. Alors, on voit souvent, quand j'ai l'occasion d'aller sur l'extérieur, de voyager, de plus en plus, on voit des ruches en bord de champ. Par exemple, actuellement, il y a la saison des colzas, il y a les différentes saisons. Est-ce que c'est quelque chose dont les agriculteurs prennent conscience que l'importance de la pollinisation ? Oui, de plus en plus. Ça a toujours existé, mais de plus en plus, effectivement, on peut travailler en lien avec les agriculteurs. Nous-mêmes, nous le faisons pour mettre des ruches sur certaines parcelles qui nous intéressent au niveau production du miel, style luzerne, style autre. En faisant de la transhumance, effectivement, on obtient une diversité de miel. Et en travaillant en collaboration avec les agriculteurs, on arrive à le faire. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, ils nous garantissent d'utiliser de moins en moins de pesticides ou autres, ou de respecter la réglementation en vigueur, qui nous permet, à nous, de mettre des ruches sur des parcelles en étant sans trop de risques. Alors donc, si je comprends bien,
Monsieur Barthélémy, vous encouragez à ce qu'il y ait un développement de parcs naturels, comme l'action est menée, par exemple, ici dans le parc régional de Lorraine et dans d'autres en France, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est vrai que l'action du parc naturel de Lorraine est très encourageante pour tout le monde. Ça permet effectivement de retrouver une qualité naturelle dans nos régions. Après, bon, il faut voir maintenant si c'est suivi et correctement suivi par tout le monde. Très bien. Écoutez, s'il y a un message à leur faire passer, ça serait lequel? Profitons-en. Écoutez, en ce moment, nous sommes en pleine production de miel, parce que les colzas sont là, et effectivement, chez nous, par chez nous dans l'Est, il y a effectivement une grosse production de miel de colza. Simplement, éviter les pesticides, les insecticides, même chez les privés. Il existe des moyens, effectivement, pour respecter la nature et respecter les insectes, outre que l'utilisation massive de pesticides et insecticides. Et puis sinon, vous savez, une abeille, c'est pas méchant, vous la laissez travailler tranquille et elle vous empêchera pas. Et c'est sûr, et j'encourage justement à découvrir le métier d'apiculteur, et même ne serait-ce qu'une petite ruche. C'est intéressant. Monsieur Barthélémy, bonjour, merci, et je vous à très bientôt sur notre plateau de Libre-Échange. Merci. Merci aussi, au revoir. Bonne journée. Merci. Alors justement, comme on a pu voir, Clémentine, là on en a un apiculteur, mais on aurait pu avoir d'autres témoignages, parce qu'il va être présent justement dans le cadre de ses 40 ans. Voilà, qu'est-ce qui va être fait justement? Quelles sont les actions qui vont être menées pour les 40 ans du parc régional naturel de Lorraine? Alors, beaucoup d'actions qui vont être menées. On organise 3 grandes journées exceptionnelles ouvertes à tous pour une journée par territoire, par département et par saison. Donc, on commence le 11 mai à Arnaville pour le territoire de la Meurthe-et-Moselle. Arnaville, c'est à seulement 45 minutes de Nancy. Donc c'est vraiment très proche. Et vous pourrez justement retrouver Monsieur Barthélémy sur le marché de produits du terroir. Voilà, donc il y a des producteurs qui seront présents pour un marché qui débutera dès 10h. Vous aurez également des expositions, des balades. Donc il y aura l'exposition des zones humides à préserver qui explique justement ce que sont les zones humides dont on a parlé tout à l'heure, qui sera au centre culturel d'Arnaville. Vous avez également, c'est le dernier jour de l'exposition des œuvres d'Adrienne Jouclard à la mairie d'Onville. Il y aura une expo photo, ce qui est faite par les Petits Cailloux, une assoce de photographes qui ont travaillé sur le thème de l'eau, puisque le thème de cette grande journée, c'est au fil de l'eau, les paysages défilent. Donc on fait un focus sur l'eau, l'importance que ça a dans la vie de tous les jours, sa qualité, pourquoi c'est si important, pourquoi on appelle ça l'or blanc. Et puis en même temps, un focus sur les paysages, puisque vous êtes sur un espace naturel sensible, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à Arnaville, justement. Donc, on a également une visite de la station d'épuration qui est prévue, avec la rencontre d'une exploitante de maraîchage bio qui s'est installée à côté d'Arnaville. Il y aura une balade insolite et artistique qui débutera dès 9h30 à Arnaville toujours, et qui ira sur la pelouse calcaire du Rudemont. Donc il y aura des interventions artistiques durant cette balade. L'idée, c'est de découvrir tout cet environnement et de donner envie aux gens de revenir et d'y s'y promener un petit peu plus calmement et de comprendre toute cette richesse qu'il y a autour d'eux. Comme il n'y a pas besoin de faire 1000 km pour se changer les idées et puis voir de belles choses. Il y aura également, effectivement, oui. Voilà. Il y aura également une dans chaque région en France, il faut savoir, parce que bien souvent on veut partir à l'étranger, loin, découvrir plein de choses. C'est très intéressant. Mais ce qu'on oublie, c'est que tout près de chez vous, nous avons des trésors, des richesses culturelles. En fait, il faut juste montrer aux gens où sont ces belles choses et quoi faire pour les découvrir dans tout le respect. Donc il y a une deuxième journée qu'on va un petit peu moins détailler, parce que j'ai plein d'autres questions encore à poser. Oui, d'accord. Disons que pour terminer, il y a Madine cours le dimanche 29 juin. Alors ça, ce sera sur le thème, ça sera Madine. Donc ça sera le lac de Madine que beaucoup de Lorrains connaissent. Ça sera pour la Meuse. Même en France. Et puis voilà. Et puis ce sera le 29 juin. Les côtes de Meuse à vol d'oiseau. Les côtes de Meuse à vol d'oiseau. Donc là, c'est pareil. Il y aura un marché de produits du terroir, de producteurs du parc. Il y aura des animations, voiliers, canoë. Il y aura aussi du canoë tout à l'heure, dont on parlait à Arnaville. Oui. Il y aura des spectacles aussi, des artistes qui viendront, qui joueront de la musique, l'inauguration d'un centre
chantier d'interprétation sur le tourisme ornithologique, puisque ça, c'est aussi une des priorités du parc à développer dans les années à venir. Et vous aurez enfin la 3e journée qui concerne le patrimoine et qui se déroulera le 28 septembre, voilà, en partenariat avec le festival de musique classique de Fénétrange. Avec des groupes folkloriques, non? Il y aura des concerts, il y aura un buffet avec des produits des prairies. Et puis des animations aussi, pareil, avec Mittersheim aussi l'après-midi, où là, on sera sur la découverte du patrimoine, avec une balade naturaliste, même le dimanche matin à 6h du matin, pour ceux qui sont motivés, pour découvrir justement tout ce secteur aussi, la faune, la flore à l'aube. Et puis découvrir de façon insolite le patrimoine de la ville de Fénétrange, et puis tout ce que ces 2 villes, Fénétrange et Mittersheim, peuvent apporter. Alors justement, puisqu'on parle toujours de la santé, quelles sont les activités qui sont proposées en général dans les parcs? Parce qu'il y a un ensemble des parcours santé, mais je vous laisse en parler. Alors, il y a des parcours santé, mais c'est surtout c'est très, très varié parce que finalement, un parc, c'est un territoire. Donc après, nous, on se porte garant, porteur, accompagnateur de tout ce qui s'y passe pour toutes les activités dont on a connaissance. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez faire de la randonnée, vous pouvez faire du cyclotourisme aussi. On a sorti un guide de balade à vélo où justement, sur le thème du carnet de voyage, vous pouvez avoir tout un circuit avec les kilomètres et puis savoir où vous arrêter pour reprendre des forces avec des produits locaux. Et puis l'idée aussi, c'est il y a aussi du canoë-kayak, il y a aussi des cabanes où vous pouvez vous faire une halte aussi pour être en osmose un petit peu avec la nature. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur un parc. On le retrouve sur le site? On le retrouve sur le site. Pour les pnr-lorraine.com, voilà, www.pnr comme parc naturel régional -lorraine.com. On a aussi une page Facebook. Oui. Et puis, je n'ai pas parlé d'un certain sujet par rapport à l'éducation, Parlons-en. la santé, mais on a un service éducation au territoire qui s'occupe justement d'organiser des classes découvertes et qui est en relation directe avec les profs, les enseignants de Lorraine, pour leur faire découvrir, les mettre en relation avec les associations du territoire et faire une réelle éducation au territoire. Donc, il y a aussi ça, prendre conscience aux jeunes de l'hygiène de vie qu'on peut avoir, de l'importance d'être avec des associations locales, le territoire qu'on a, la biodiversité, tout ça, tout ce dont on a parlé lors de cette émission, on est aussi en lien pour éduquer les jeunes générations à ce territoire exceptionnel. Alors, je rappelle que partout en France, il existe d'autres parcs régionaux. Il y a la Fédération des parcs régionaux de France, c'est bien ça? C'est ça, la fédération. Donc, sur lequel il y a un site sur lequel on peut aller voir un petit peu comment que ça se passe, sur lequel... Le site de la fédération, vous tapez ça dans un moteur de recherche, c'est le premier qui sort. On est effectivement tous en lien. Tous les parcs de France sont en lien. On se retrouve au moins une fois par an. Comment ? C'est votre pot commun. Voilà, en fait, on a des actions qui sont impulsées au niveau national. Donc, on est aussi en lien entre nous pour se donner des conseils, des contacts. Ah tiens, t'as initié telle action, c'est super, je vois bien ça en Lorraine. Il y a des choses comme ça. Et donc, on se connaît entre nous. Et puis, en même temps, on en fait aussi un peu la promo. Quand on est à l'extérieur, tiens, je dois aller à tel endroit. Justement, il y a un parc pas loin. C'est sympa de voir ce qu'ils font. Et on s'en sert aussi comme pour impulser des idées et pour s'inspirer les uns les autres et se soutenir et s'accompagner, etc. Est-ce que les parcs régionaux de France sont exportés en termes touristiques, c'est-à-dire sont mis en évidence pour attirer du touriste en France? Bien sûr, bien sûr. Au travers des plaquettes qu'on peut faire, des brochures à visée touristique, sur les randonnées notamment, par exemple. Après, c'est vrai qu'on a davantage de touristes hollandais, allemands qui sont sensibles à ça. Alors, je pense que c'est aussi un point de vue culturel, puisqu'ils sont aussi culturellement plus sensibilisés à l'environnement. Mais on a des gens qui viennent effectivement et qui demandent des infos sur ce qu'il y a à faire en Lorraine, ce qu'il y a à faire dans les autres parcs aussi, en fonction de l'endroit où vous êtes en France. Et il y a une démarche aussi qui est faite à ce niveau-là, puisque, comme je dis tout à l'heure, l'idée, c'est de valoriser le territoire. Donc, c'est valoriser le territoire auprès des habitants du parc, leur faire savoir qu'ils habitent sur un parc et que c'est génial d'y habiter, qu'il y a des choses qui s'y font. Et c'est aussi le faire savoir auprès des touristes de proximité, donc des Lorrains qui n'habitent pas le parc,
le petit Nancéen, la petite Messine, ils vont être contents de pouvoir aller se balader le week-end, profiter du beau temps aussi sur le parc de Lorraine. Et puis, c'est aussi du tourisme au niveau européen, puisque, après, on a des parcs qui sont aussi au Luxembourg, qui sont aussi en Allemagne. On a un réseau européen, on essaie de développer les projets un petit peu communs, comme ça. Donc là, par exemple, à Bataville, il y a l'inauguration d'une œuvre d'art de Lani Maestro qui a fait une œuvre à partir du thème du paysage industriel dans les anciens locaux de Bata. Et justement, ça, c'est dans le cadre d'un projet qui est mené en partenariat avec le parc naturel régional du Pilat, du Vercors, et puis c'est aussi communiqué au niveau des parcs européens, au niveau de cette région Sarre-Lux, pour développer, pour faire venir, et puis montrer qu'il y a des choses qu'on peut décliner aussi au niveau européen. Donc, il y a des échanges qui se font, qui servent d'exemple et qui se construisent. Voilà. Alors, je ne vais pas dire quels sont les projets dans les 40 prochaines années à venir, mais y a-t-il des projets actuellement qui sont en étude pour faire évoluer le parc régional de Lorraine et plus largement en France au niveau des parcs? Est-ce que dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir? Disons que les parcs sont tous différents, mais après, vous avez des thématiques qui se rejoignent. Il y a des grandes tendances qui émergent. Là, je parlerai par exemple de tout ce qui est plan climat territorial, qui a pris de l'importance ces dernières années, puisqu'il y a une véritable prise de conscience qui est faite sur l'économie d'énergie, sur l'importance de savoir bien se loger, bien se chauffer, sans forcément que ce soit mauvais ni pour la planète, ni pour votre porte-monnaie. Et puis, il y a également, pour le parc de Lorraine, le tourisme ornithologique, puisqu'avec le territoire qu'on a, la présence des grues cendrées ou d'autres oiseaux, c'est important aussi de valoriser et de développer cette découverte pour pas que, justement, le tourisme ornithologique ne concerne que des spécialistes, mais aussi le public, avec la construction d'un observatoire, par exemple, sur le site de Madine ou bien sur le site de la Chaussée. Et puis, donc ça, c'est par exemple, c'est 2 exemples assez concrets. Vous avez aussi tout ce qui est aménagement durable du territoire, la valorisation aussi de l'espace forestier pour les parcs qui sont concernés. Vous avez, c'est très très varié. Et du coup, c'est difficile de résumer ça en une phrase. On a des grandes tendances comme ça. C'est très diversifié. Eh bien, Clémentine, merci beaucoup parce qu'on a appris beaucoup de choses et vous voyez qu'en finalité, la santé est concernée par beaucoup de choses et notamment par les parcs régionaux. Eh bien, j'invite toutes nos auditrices et tous nos éditeurs à aller faire un tour sur le site de la Fédération nationale des parcs régionaux, la Fédération nationale des parcs régionaux, d'aller voir un petit peu comme ça parce que partout en France, il y en a même dans d'autres pays. Renseignez-vous, allez voir. Et pour ce qui nous concerne, là, notre émission d'aujourd'hui on parlait du parc régional de Lorraine, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vous invite à participer à ces 40 ans de ce parc et ça sera avec grand plaisir que nous allons vous accueillir dans notre grande région qui est en Lorraine, mais partout en France. Libre-échange qui est reprise un peu partout. Clémentine, merci et à très bientôt. Merci, à très bientôt au 11 mai à Arnaville pour une grande journée de découverte pour petits et grands. Avec grand plaisir. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.